À l'institut médico-légal, où les lampes étaient allumées aussi, elle ne savait pas où elle était. Elle avait dû se croire d'abord dans une grande administration, puis, à cause des tiroirs numérotés, dans quelque étrange magasin de gros. C'était toujours M. Beaupère qui l'accompagnait. On leur avait envoyé une infirmière qui était restée avec la concierge. Ce n'était pas seulement dans la loge qu'il faisait noir, mais partout dans Paris. Les nuages s'étaient amoncelés, si serrés, d'un gris si sombre, qu'on avait l'impression d'un soir d'hiver. Et la pluie, qui tombait toujours aussi drue, nettoyant les rues des passants, n'arrivait pas à vider le ciel. Ils étaient mouillés tous les deux, bien qu'ils fussent venus en taxi, et il se passait quelque chose de curieux. Mademoiselle Blanche s'était coiffée d'un petit chapeau noir à l'ancienne mode qui ne couvrait que le sommet de sa tête. Et, tout autour, ses cheveux blancs s'étaient mis à friser, lui faisant une auréole de cette matière presque impalpable avec laquelle on imite la neige sur les arbres de Noël. De découvrir que les tiroirs métalliques contenaient des corps humains l'avait tellement stupéfiée qu'elle était restée un long moment sans réaction. Puis, petit à petit, elle avait compris. Son regard avait détaillé le visage de M. Bouvet. Ses doigts s'étaient emmêlés comme sur un chapelet. Elle n'avait rien dit. M. Bouvet, ici, n'avait plus la même physionomie que dans son logement du quai de la Tournelle, ni qu'au quai des Orfèvres. Il n'avait plus de physionomie du tout. Ce n'était plus qu'une forme, des traits quelconques, et personne n'aurait songé à voir un sourire dans le pli de ses lèvres. Le gardien attendait pour refermer le tiroir, et elle le regardait toujours de ses yeux incolores qui se remplissaient lentement d'eau. Elle devait le voir trouble, maintenant, comme si elle le contemplait à travers les gouttes qui tremblaient à ses cheveux. Ses lèvres remuaient à vide. Les larmes se détachaient, cherchaient leur chemin sur le visage et faisaient un long zigzag avant d'atteindre le menton. « Vous le reconnaissez ?» Elle hocha affirmativement la tête, et les larmes emplissaient toujours ses paupières. M. Beaupère dut lui prendre le bras, doucement, gauchement, pour la faire reculer pendant qu'on refermait le casier. Le taxi les attendait à la porte, mais avant de sortir, Mademoiselle Blanche jeta un coup d'œil furtif aux autres cases qui contenaient des morts aussi, comme si elle s'était attendue à ce qu'on les ouvrît toutes. Leurs pieds laissaient des traînées sur le dallage du sol. Ils durent traverser un rideau de pluie avant de se retrouver à l'abri dans le taxi, et ils se mouillèrent à nouveau quai des Orfèvres. Là, comme pour la dérouter davantage, on lui avait retiré l'homme auquel elle avait eu le temps de s'habituer, et qui comptait peut-être quelques points communs avec elle. Considérait-on que M. Beaupère manquait d'une subtilité suffisante pour mener l'interrogatoire? La décision venait-elle de ce qu'il était spécialisé dans les recherches dans l'intérêt des familles, et que l'affaire semblait prendre un autre tour? « Je vais vous relayer. Rentrez chez vous et allez vous sécher, mon vieux. » Il n'insista pas. Il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Il n'était pas fatigué. Mademoiselle Blanche le suivit d'un regard désolé, comme s'il la trahissait en la laissant seule avec un nouvel inconnu. Lucas, pourtant, n'était pas méchant. La PJ était moins impressionnante à présent que presque tout le monde en était parti. C'était le soir, et la plupart des bureaux étaient vides. Des portes restaient ouvertes sur le grand corridor désert. Sur un plateau, il y avait des verres à bière vides et un verre presque plein, auquel l'inspecteur but une gorgée. Il commença par un petit discours, après avoir fait asseoir la vieille demoiselle dans un fauteuil recouvert de velours rouge. « Vous comprenez qu'on ne vous veut pas de mal, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, tout à l'heure, on vous reconduira chez vous, où une infirmière, qui est une infirmière très compétente, très dévouée, s'occupe de la concierge. » Elle balbutia du bout de ses lèvres, sans avoir l'air de penser ce qu'elle disait, ni même de penser tout court. « Merci, monsieur. J'aurais pu vous convoquer demain, mais tant de gens sont intéressés à l'affaire que, plus tôt elle sera éclaircie, mieux ça vaudra. Vous n'avez pas faim? » « Non, monsieur. »« Pas soif? Bon. Vous ne désirez pas que je ferme la fenêtre? » Celle-ci était ouverte sur la grisaille, qui était maintenant celle du crépuscule en même temps que celle de l'orage, et de grands éclairs avaient l'air, invariablement,
de venir mourir dans la Seine, comme si la foudre, à chaque coup, y tombait, éclairant un instant le pont où passaient des taxis et des autobus, mais d'où avaient disparu les silhouettes humaines. Vous n'avez pas peur de l'orage? Elle n'osa pas dire que oui, mais il le comprit, alla fermer la fenêtre, tira les rideaux, s'assit devant elle et alluma une cigarette. Vous vous appelez Mademoiselle Blanche. Blanche qui? Quel est votre nom de famille? Les mots mettaient du temps à l'atteindre, et, une fois dans son esprit, devaient encore se réassembler pour donner naissance à une idée cohérente. Mon vrai nom? Celui de vos parents. Où êtes-vous né? À Concarneau. Mon père s'appelait Barbelin. Et votre prénom est Blanche? Mon prénom était Charlotte. C'est lui, quand nous sommes partis pour Bruxelles, qui... Vous n'avez jamais été mariée? Elle secoua la tête. Que faisiez-vous quand vous avez rencontré l'homme qui est mort, et qui, à cette époque, si je ne me trompe, s'appelait Gaston Lamblot? Elle ne répondit pas tout de suite, et il l'aida. Il s'était armé de patience, prévoyant qu'il en aurait besoin. Dans quel quartier de Paris habitiez-vous? Près de la place Blanche. Seul? Cela lui semblait extraordinaire, qu'on vînt soudain remuer un passé si lointain. Peut-être qu'elle ne se souvenait plus très bien. Peut-être son cerveau s'était-il alourdi. Ne viviez-vous pas avec un certain Pierre Mancelli? Elle soupira, fit oui de la tête. Et vous vous livriez à la prostitution? Vous étiez en carte? Elle ne pleura pas, ne protesta pas, ne manifesta pas non plus de honte. Elle continua de le regarder, ahurie, un peu effrayée. Si je vous dis quelque chose d'inexact, n'ayez pas peur de protester. Non, monsieur. Ce que j'ai dit n'est pas inexact? Non. Vous êtes devenue la maîtresse de Lamblot? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Je ne sais pas. Il était encore étudiant? Je ne sais pas. Où vivait-il? Avec moi. Dans les environs de la rue Blanche? Dans un petit hôtel d'une rue dont j'ai oublié le nom, qui donne sur le boulevard des Batignolles, près de la place de Clichy. Il y vivait avant de vous connaître? Il avait habité rue Monsieur-le-Prince. C'est à cause de lui que vous avez quitté Mancelli? Elle remuait, mal à l'aise. Lucas croyait comprendre que ce qu'il disait n'était pas tout à fait juste, qu'elle aurait voulu rectifier, qu'elle ne trouvait pas les mots, que les idées aussi, peut-être, étaient floues dans sa vieille tête. Prenez votre temps. Vous ne désirez pas que je vous fasse monter du café? Il vit qu'il tenait le bon bout. Au mot café, un peu de vie avait éclairé ses yeux, et il décrocha le téléphone, appela la brasserie Dauphine. Dites donc, Firmin, avez-vous le courage de vous élancer sous la pluie pour m'apporter du café et de la bière? Beaucoup de café, le meilleur possible. Il la laissa se reposer, passa dans un bureau voisin, dénicha un inspecteur qu'il chargea de consulter les vieilles listes au service des mœurs. Quand il revint, elle n'avait pas bougé. Elle devait pouvoir rester des heures immobile à la même place, tandis qu'un brouillard de pensée l'habitait. Puis il alla guetter dans le couloir le garçon de la brasserie Dauphine, qui arriva avec un plateau. Firmin s'était armé d'un vaste parapluie rouge qui servait à aller chercher les clients au bord du trottoir et se montrait fort gai, comme si l'orage le surexcitait. Un crime? Il désignait la porte du bureau. C'est un Malabar? Une vieille fille. Lucas lui sucra son café, demanda si elle prenait du lait, la servit gentiment. Peut-être dois-je vous annoncer d'abord que, quoi qu'il se soit passé jadis, il y a prescription. Vous comprenez? Non? Ça veut dire que la justice ne peut rien contre vous, qu'elle ne pourrait plus rien non plus contre votre ancien amant, Lamblot, s'il vivait encore. Ce n'est pas à cause de l'affaire Mancelli que je vous interroge, mais parce que nous avons besoin, pour des raisons très différentes, de reconstituer sa vie. Il avait parlé avec lenteur, mais c'était encore trop vite, trop compliqué. Et, malgré les rideaux tirés, elle continuait à sursauter à chaque fracas de tonnerre.
Peut-être, pendant tout le temps qu'il discourait, ne faisait-elle que guetter les prochains coups. Elle tenait sa tasse délicatement, buvait à toutes petites gorgées, comme une dame en visite. Quand Lamblot est devenu votre amant, vous avez quitté Mancelli. Il répéta la question 2 fois, en changeant les mots. Je ne sais pas tout de suite. Il était pour vous comme un client? Non, je ne crois pas. Il vous payait? Probablement que non. C'est lui qui vous a proposé d'aller vivre avec lui? Oui. Il voulait vous empêcher de faire le trottoir? Ce n'était pas tout à fait cela non plus. Il fallait ne pas cesser de guetter son visage, y lire au fur et à mesure sa pensée, ses hésitations, ses scrupules. Car elle avait l'air, elle aussi, de s'efforcer d'atteindre la vérité. Lamblot avait-il de l'argent? Pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées? Donnait-il l'impression de quelqu'un qui travaille, qui va à un bureau ou à un atelier? Non. Il se levait tard? Il traînait une partie de la journée? Oui. Avait-il parfois besoin de votre argent? Je crois. Lucas n'avait pas prévu cette époque-là, qu'il connaissait par ce qu'on lui avait raconté quand il avait débuté dans la police. La place Clichy, le boulevard des Batignolles, c'était presque la zone rouge, en un temps où l'on parlait beaucoup des Apaches. Les filles portaient la jupe plissée et le chignon haut dressé sur la tête. Les mâles se les disputaient à coups de couteau. Lamblot était comme les autres? Non. Mais il n'essayait pas de vous faire changer de vie. Pas tout de suite. Et Mancelli voulait vous revoir? Sans doute. Arrivait-il à Lamblot de vous conduire au bal? Quelquefois. Le plus souvent, on allait dans les cabarets, où on chantait et où on récitait des vers, du côté du boulevard Rochechouart. On l'y connaissait, il avait des amis. Oui. Elle ne se souvenait malheureusement pas des noms de ces cabarets. Si la plupart n'essayaient que d'émoustiller les bourgeois, il en existait 1 ou 2 où l'on frondait plus dur, où l'on commençait à parler de justice sociale et où, à peu près vers ce moment-là, commençaient à se réunir des anarchistes. Vous n'avez jamais entendu parler de bombes? Oui. Par Lamblot? Par lui et par les autres. On frappa à la porte, et l'inspecteur apporta à Lucas une vieille carte rose que la femme regarda avec un soudain effroi. N'ayez pas peur, ceci restera entre nous. Elle était venue à la visite 2 fois la semaine dans ces mêmes bâtiments, et sans doute, comme c'était la coutume, l'avait-on envoyée quelquefois passer 1 semaine ou 2 à Saint-Lazare. Lamblot n'était pas malade. Avec la carte dans la main de l'inspecteur, elle savait ce que cela voulait dire. Non. Et vous? J'ai eu de la chance. Lamblot vous aimait? Je ne sais pas. Ce n'était pas indispensable. Sans doute avait-il quitté le quartier latin comme il avait quitté Roubaix, dans un mouvement de révolte, ou de fatigue, ou de dégoût. Le glissement vers la place Clichy n'était pas tellement extraordinaire. D'autres fils de bourgeois, à la même époque, étaient allés aux confins de Montmartre, se frotter non seulement aux artistes et aux chansonniers, mais aux marlous qui exerçaient sur eux leur prestige. Quelques-uns, dans le lot, s'étaient enfoncés plus avant, avaient appartenu à des groupes clandestins qui complotaient de jeter des bombes sur la voiture présidentielle et sur les landaux des souverains étrangers. Il écrivait, eut-il l'idée de demander. Oui. Des livres? Je ne sais pas. Il écrivait beaucoup. Il lisait tout haut à ses camarades ce qu'il écrivait. Ça ne paraissait jamais dans les journaux? Réfléchissez. Rappelez vos souvenirs. Malgré les pantoufles charentaises à dessus de feutre, ses pieds, à cause de la chaleur, commençaient à lui faire mal, et elle se demandait si elle oserait les déchausser sous le bureau qui les cachait. Lucas, qui connaissait ses classiques, l'aida à fouiller dans sa mémoire. Il ne fréquentait pas la rue Montmartre. Elle avait libéré un pied. Elle répéta, troublée, à cause de ce qu'elle venait de faire et non de ce qu'il avait dit. La rue Montmartre. Et ce mot l'éclaira. Oui,
Une petite librairie. Peut-être existait-elle encore. Ça avait été, en tout cas, le rendez-vous des anarchistes, ou plutôt des libertaires, qui y vendaient des brochures et y imprimaient un petit journal. Vous êtes entré avec lui? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il discutait. Lamblot leur a lu quelque chose. Elle n'avait pas compris. Elle ne comprenait déjà pas, en ce temps-là. Son amant ne lui demandait pas de comprendre. Il lui demandait, parce que cela cadrait avec ses idées du moment, d'être une fille publique, la dernière des dernières. Et sans doute est-ce pour ça, pour rompre lui-même davantage avec les conventions, qu'il lui avait encore fait faire le trottoir, et qu'il lui était arrivé de lui prendre son argent. Mancelli l'a menacé. C'était évident. Elle ne crut pas devoir répondre. Et Lamblot était armé. D'un grand couteau à cran d'arrêt, évidemment, car la mode n'était pas encore au revolver. Vous êtes allé avec lui au moulin de la Galette? C'est la seule fois que nous y sommes allés. Mancelli vous guettait tous les deux, dehors. Lamblot l'a frappé, et vous vous êtes enfuis. Qu'avez-vous fait le reste de la nuit? Nous avons marché. Dans Paris? Dans Paris, puis hors de Paris. Nous sommes sortis de la ville par la porte de Flandre. Nous sommes arrivés à la campagne. Puis, alors qu'il faisait jour depuis longtemps, dans une petite gare où nous avons pris le train. Pour la Belgique? Oui. Vous aviez de l'argent tous les deux? Presque pas. De quoi payer l'hôtel pendant 2 ou 3 jours. Ils s'étaient à peine cachés, et pourtant on ne les avait jamais retrouvés. Vous avez changé de nom? Oui. Il m'a dit de m'appeler Blanche, et de laisser croire que j'étais sa femme. Vous l'aimiez? Elle le regarda sans répondre, et ce fut la première fois, depuis qu'elle était dans le bureau, qu'il y eut à nouveau du liquide dans ses yeux. Vous avez travaillé dans un café? Dans une grande brasserie, place de Broucker. Je servais dans la salle, et y travaillais à la cave. Il paraissait malheureux. Ces mots parurent l'effrayer, et elle fut longue à se rassurer. Elle dut, dans son fort intérieur, faire appel à ses souvenirs. Je ne crois pas. Quand nous avions congé, nous allions à la campagne, au bois de la Cambre. Est-ce ainsi que ça s'appelle? Elle était presque joyeuse d'avoir retrouvé ce nom-là, qui devait, pour elle, s'accompagner d'images ensoleillées. Il vous a quitté pour une autre femme? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il est parti. Sans vous prévenir? Il m'a dit qu'il allait en Angleterre. Il ne vous a pas proposé de l'accompagner? Non. Il ne vous a pas promis de revenir? Ces questions-là l'étonnaient, comme si elles ne cadraient pas avec la réalité, et elle le lui dit à sa façon. Ce n'était pas comme ça. Sans doute ne se permettait-elle pas de l'interroger, de chercher à avoir une influence quelconque sur sa vie. Il l'avait ramassée sur le trottoir. Il avait vécu plus d'1 an avec elle. Peut-être croyait-elle que c'était pour elle, ou à cause d'elle, qu'il avait tué. Maintenant, il s'en allait, et elle n'avait jamais espéré qu'ils passeraient toute leur vie ensemble. Il ne vous a jamais écrit. Il m'a seulement envoyé une carte postale non signée, avec une vue de Londres, sur une colonne. Trafalgar Square? Je crois que c'est ça qui est écrit. Je l'ai encore. C'est tout ce que vous possédez de lui. Avec une chaussette. Vous êtes revenu à Paris? Pas tout de suite. Je suis d'abord allé à Anvers. Dans une autre brasserie? Une brasserie à femmes. Il connaissait cela aussi, qui, dans le nord de la Belgique, remplace les maisons de tolérance. De grosses filles à chair rose servant de la bière aux clients et buvant sur leurs genoux avant de les emmener dans la coulisse. Vous êtes resté longtemps? Assez longtemps. Combien d'années? Elle ferma les yeux pour compter, et ses lèvres remuaient. À peu près 16 ans. Dans la même maison? Dans la même. Elle n'avait pas, comme Lamblot, besoin de changement. Sans doute avait-elle perdu sa place quand elle était devenue trop grosse, même pour les Anversois, ou défraîchis. Vous aviez gardé le nom qu'il vous avait donné? Pierron. Oui, je suis revenu en France, d'abord à Lille.
Une sorte de pudeur l'empêcha de lui demander ce qu'elle y avait fait. À Paris, j'ai tenu le lavabo dans un café de la Bastille. Puis, quand on m'a trouvée trop vieille, je me suis mise à faire des ménages. Elle en faisait toujours. Pour des pauvres. Pour d'autres vieilles femmes comme elle. Pour des malades qui n'avaient personne pour les aider. Vous avez reconnu sa photographie sur le journal? Oui. J'aurais bien voulu le voir, mais je n'ai pas osé. Une dame est arrivée lorsque je parlais à la concierge, et j'ai laissé les violettes. Il restait un peu de café dans la verseuse, et il le lui servit, attendit qu'elle eût fini de le boire, finissant lui-même son verre de bière. Eh bien, je vais vous reconduire chez vous. On n'aura plus besoin de moi? Je ne le pense pas. Ou plutôt, on ira vous faire signer à domicile le rapport que j'établirai demain matin. Quand est-ce qu'on va l'enterrer? Je vous promets de vous avertir. C'est vrai? Il la reconduisit, en effet, dans une petite voiture de la préfecture de police. Et ils trouvèrent, dans la loge, l'infirmière qui avait essayé de mettre un peu d'ordre. Lucas reconduisit celle-ci chez elle aussi, car il pleuvait toujours, et sur tous les journaux détrempés qui traînaient sur les trottoirs et que les ruisseaux emportaient les uns après les autres, on voyait la photographie de René Bouvet. La concierge, quai de la Tournelle, était couchée, et depuis l'incident des 2 personnes qui avaient pénétré dans la maison, alors qu'elle croyait n'avoir tiré qu'une fois le cordon, elle avait le sommeil agité. Allumée quand l'accordéoniste rentrait vers 2 heures du matin, regardait par la vitre pour être sûre que c'était lui. Les Sardos se préparaient à partir en vacances. Ils avaient leur chambre retenue dans une pension de famille de la Riva Bella, et les bagages étaient presque bouclés. Les billets de chemin de fer achetés pour le surlendemain, malgré les protestations du gamin, Vincent, qui ne voulait pas s'en aller sans assister à l'enterrement de son ami. On ne l'enterrera peut-être pas avant la fin des vacances. Qui est-ce qui dit ça? Il faut que l'enquête soit finie, que plus personne ne le réclame. Et si on l'enterrait quand même? Vers 8 heures, maître Guichard avait donné un coup de téléphone place des Vosges. Excusez-moi de vous déranger, cher ami, mais je tiens à vous mettre au courant d'un petit fait significatif qui vient de se produire. Je vous ai dit que j'avais eu jadis des relations d'affaires avec maître Rigal. Juste avant le dîner, il m'a appelé au bout du fil et il paraissait embarrassé en me demandant de mes nouvelles. Il m'a annoncé qu'il se trouvait seul à Paris, que sa famille était à la mer, qu'une affaire le retenait, et justement, il venait d'apprendre que j'avais à m'en occuper de mon côté. Je l'ai laissé venir, sans l'aider. Ce qui m'amusait, c'est que j'entendais parfois une voix de femme derrière lui. Mrs. March, plus que probablement, qui le poussait à risquer cette démarche. Je ne vous répéterai pas toutes ces paroles par téléphone, et je vous demanderai la permission de passer vous voir demain. Son premier souci était de connaître vos intentions. C'est une affaire horriblement compliquée, a-t-il dit, qui peut nous donner du travail et des tracas pour des années. Dieu sait combien de personnes, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vont se réclamer de Samuel March ou de Lamblot, pour ne pas parler d'autres noms que nous ne connaissons pas encore. Ne serait-il pas de l'intérêt des 2 parties les plus directement intéressées de prendre contact? Vous avez compris? Il voudrait que nous ne contestions pas la validité du mariage. Et c'est déjà mis en rapport avec un confrère de Panama, étant donné que le mariage a eu lieu là-bas, et par conséquent sous les lois panamiennes. Je ne me suis engagé en aucune façon, mais au dernier moment, je lui ai appris gentiment ce que la police vient de découvrir, à savoir que celui qui devait devenir Samuel March a été recherché pour meurtre en 1897. Il doit y avoir un second écouteur à son appareil, car j'ai entendu une exclamation féminine.
C'est tout. Vous m'écoutez? Oui, je pense à cette femme, à sa fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça va être, entre elles, une bataille affreuse. Vous ne le croyez pas? C'est à prévoir. Maintenant, je vous souhaite une bonne nuit. Pleut-il autant dans votre quartier que dans le mien? La femme de chambre m'a dit il y a un instant que je ne sais quel tuyau s'est bouché, en bas, et que la cour est inondée. Bonne nuit. Bonne nuit. Il ne pleuvait plus du tout quand Paris s'éveilla, et le ciel, d'un bleu plus pâle que les jours précédents, avait un regard candide. Les toits s'égouttaient. Les trottoirs séchaient, par plaques. L'eau de la Seine était boueuse. Le courant, plus fort, dessinait de grandes moustaches à l'avant des péniches. Demain, vacances, avait annoncé M. Sardeau en passant devant la loge, la boîte contenant son déjeuner sous le bras. Demain après-midi, je me baignerai dans la mer. La concierge mit Ferdinand au lit et commença à balayer le vestibule, toujours plus sale les lendemains de grande pluie. Peut-être pensait-elle à M. Bouvet, peut-être ne pensait-elle à rien. Il était un peu plus de 8 heures. On commençait à voir des gens aller à leur travail et on levait les volets de quelques boutiques. Justement, le marchand de musique levait les siens, alors que Madame Jeanne se trouvait sur le seuil, et elle cessa un instant de balayer pour échanger quelques mots avec lui sur l'orage de la veille. La foudre a dû tomber dans le quartier, pourvu qu'elle n'ait pas fait de dégâts. Il allait lui répondre quand il la vit regarder quelqu'un sur le quai, de l'autre côté de la chaussée. Et soudain, elle se précipita en lui criant « Appelez un agent !» Le marchand commença par ne pas bouger, tant il était surpris de la voir se jeter sur un passant et se cramponner à son bras. « Un agent !» continua-t-elle à crier à travers la rue. « Vite !» L'inconnu qu'elle malmenait était vêtu d'un complet gris d'une coupe indéterminée. Il portait un chapeau brun et il avait l'air tout à fait quelconque. « Je vous en prie !» disait-il en essayant de se dégager, sans y mettre de brutalité, ni même de force. « Je ne cherche pas à fuir, ni à vous frapper. Mais moi, je vous reconnais, et je sais qui vous êtes. Vous êtes un Boche. » Elle cria le mot de toutes ses forces, pour attirer les 2 ou 3 personnes qui se trouvaient à portée de voix. On sentait que, si l'homme avait essayé de lui échapper, elle ne l'aurait pas lâché, se serait plutôt laissé traîner sur le sol. « C'est un Boche, un sale Boche !» répétait-elle. « C'est lui qui est venu me questionner pendant la guerre, au sujet de M. Bouvet, et qui voulait l'arrêter. » Le marchand de musique avait trouvé un agent près du pont, et celui-ci s'approchait à grands pas. « Vite, monsieur l'agent, on ne sait pas de quoi ces gens-là sont capables. C'est un Boche, c'est lui qui est venu pendant la guerre pour arrêter un de mes locataires. » L'inconnu paraissait embarrassé, mais calme. Quand elle lui lâcha le bras, il rajusta son veston, sa cravate. « Vous avez des papiers ?» lui demanda durement le sergent de ville. D'autres gens étaient venus se joindre au petit groupe, et il y avait maintenant une 12aine de personnes sur le quai. « Je vous les montrerai au commissariat, si vous le voulez bien. »« Vous entendez son accent ? Je suis sûr de ne pas me tromper. À cette époque-là, il avait les cheveux coupés presque ras. » L'agent lui retira son chapeau, et l'homme rit, parce qu'en réalité, il n'avait à peu près plus de cheveux du tout. « Vous admettez que vous avez déjà vu cette femme ? » ?»« Je répondrai à votre chef, sergent. »« Attendez seulement que j'éveille mon mari pour qu'il garde la loge. Je veux aller avec vous. Il faut que j'explique au commissaire. » Et elle courut chez elle, arracha son tablier en un tournement, reparut après quelques instants, un chapeau sur la tête. « Un Boche !» répétait-elle comme pour elle-même. « Si M. Bouvet avait été ici, il l'aurait sans doute fusillé. »